Bonsoir tout le monde. Donc, dans la continuité, toujours dans les troubles hydroélectrolytiques, on va essayer aujourd'hui de traiter les marqueurs de la déshydratation. Les marqueurs de la déshydratation. Les marqueurs de la déshydratation. Alors, cette vidéo va nous donner la réponse à une question. La question est comment reconnaître une déshydratation, c'est-à-dire quels sont les éléments sur lesquels un clinicien se base pour détecter une déshydratation et reconnaître éventuellement l'étiologie. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la déshydratation est difficile à mettre en évidence. Donc, la déshydratation est difficile à mettre en évidence, surtout lorsqu'elle est peu marquée. D'accord? Lorsqu'elle est peu marquée. Donc, difficile à mettre en évidence, surtout lorsqu'elle est peu marquée. C'est-à-dire où les signes ne sont pas évidents et le clinicien ne peut pas détecter des signes très évidents de cette pathologie ou bien de cette déshydratation. Néanmoins, il faut savoir aussi que deux points sont fondamentaux pour établir un diagnostic clinique. Deux points sont fondamentaux pour établir ce diagnostic, qui est la déshydratation. Quels sont ces points? Premier, c'est l'interrogatoire du propriétaire. C'est ce qu'on appelle communément l'anamnèse. L'anamnèse, elle est très importante pour essayer de détecter une étiologie probable de cette déshydratation. Donc, le clinicien va essayer de poser quelques questions au propriétaire de l'animal, donc concernant les vomissements, les diarrhées, donc présence ou absence de vomissements et de diarrhée, éventuellement le volume d'eau bu et le comportement alimentaire. Tout ça vont aider le clinicien dans son diagnostic. Par exemple, si on voit le volume d'eau bu, ça veut dire s'il y a une augmentation de la quantité d'eau prise, cela va signifier que l'animal a soif. Et donc, on va voir par la suite que la présence de soif est un des signes dans le diagnostic de déshydratation. Le comportement alimentaire aussi peut nous orienter vers la déshydratation. D'accord? Deuxième point, donc premier point, c'était l'interrogatoire du propriétaire. Le deuxième point, c'est le suivi rigoureux du patient. Et là, il y a un marqueur très important qui va nous aider dans le diagnostic de la déshydratation, c'est la prise de poids régulière. On va voir par la suite que la prise de poids régulière pourra éventuellement nous indiquer le degré de déshydratation qualitativement et quantitativement. D'accord? Qualitativement et quantitativement. Voilà. Donc, toujours dans les marqueurs de la déshydratation, nous avons le premier marqueur qui est le plus important, c'est les signes cliniques. Alors, les signes cliniques, il faut savoir que les signes cliniques sont intéressants lorsque la déshydratation est supérieure
ou égal à 4 à 5% du poids corporel. On va voir par la suite comment déterminer le pourcentage de la déshydratation. Donc, 4 à 5% du poids corporel. En bas, donc en deçà de 4 à 5%, les signes cliniques deviennent non évidentes et la déshydratation peut passer inaperçue. Donc, les signes cliniques, si le taux de déshydratation est supérieur ou égal à 4 à 5% du poids corporel, les signes cliniques deviennent un critère très important. Quels sont ces signes cliniques que le clinicien va se baser sur pour déterminer le diagnostic de déshydratation? Commençons par la déshydratation extracellulaire. Quels sont les signes qui représentent ou qui peuvent nous orienter vers une déshydratation de type extracellulaire? Donc, on va essayer de faire ça sous forme d'un tableau. Donc, le tableau contient donc le degré de déshydratation d'une part et les signes cliniques où on voit donc les variations des signes cliniques par rapport aux variations du degré de déshydratation. Vous remarquez que inférieur à 5%, les signes cliniques sont non détectables. C'est pour cette raison que on avait dit au début que si le taux de déshydratation était entre 4 et 5%, inférieur ou égal 4 à 5%, les signes cliniques deviennent non évocateurs. Et donc, elles sont non détectables. À 5%, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une perte légère de l'élasticité de la peau. Une perte légère de l'élasticité de la peau. Cela peut être expliqué par quoi? Parce que la peau contient beaucoup d'eau et donc la perte en eau va perdre l'élasticité de la peau. À 5%, il y a une légère élasticité qui va être perdue. D'accord? C'est uniquement le seul signe sur lequel on peut se baser pour déterminer qu'il s'agit d'une déshydratation de 5%. Entre 6 et 8% du poids corporel, donc c'est une perte 6 à 8% d'eau du poids corporel. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme signe clinique? Nous avons le fameux persistance du pli de peau. Alors, persistance du pli de peau, et là, on va voir que chez les chiens, les chevaux, les chats, donc la persistance du pli de peau n'est pas très évidente par rapport aux bovins, aux veaux et aux ruminants en général. Donc la persistance du pli de peau, c'est quand on pince. Donc je vais essayer de vous montrer maintenant comment on pince. Donc on pince la peau et on laisse le temps de la peau de revenir à son état initial. D'accord? Maintenant, si la peau revient rapidement, ça veut dire que l'état d'hydratation est bon. Si elle ne revient pas, et là on va déterminer chez le veau le temps essentiel sur lequel on peut se baser. Donc si elle ne revient pas, automatiquement il y a un problème de perte de l'élasticité et donc persistance du pli de peau. Donc persistance du pli de peau fait partie des signes évocateurs de la déshydratation, donc extracellulaire. L'énophtalmie éventuelle. Alors l'énophtalmie, c'est quoi? C'est l'enfoncement du globe oculaire. Enfoncement du globe oculaire. Ça veut dire que l'œil rentre dans le crâne. Hein? C'est le terme exact. C'est l'œil rentre dans le crâne. Elle rentre dans le crâne. C'est ce qu'on appelle l'énophtalmie.
Et l'énophtalmie, c'est une conséquence d'une déshydratation au niveau donc de l'œil, de la chambre intérieure de l'œil, qui va donner donc ce signe très évocateur aussi, donc de l'énophtalmie. D'accord? Et troisième signe, toujours entre 6, os légère du temps de remplissage capillaire. C'est ce qu'on appelle le temps de remplissage capillaire, le TRC. TRC, os légère du temps de remplissage capillaire. Pourquoi? Parce que lors de déshydratation, nous avons un phénomène réflexe de l'organisme caractérisé par une vasoconstriction périphérique, et donc le sang arrive moins bien au niveau de la circulation périphérique, et là, lorsqu'on appuie sur une muqueuse, généralement c'est la muqueuse buccale ou bien la muqueuse vaginale chez la femelle, là, le temps de recoloration, il est allongé. Donc, ce qu'on appelle une hausse légère du temps de remplissage capillaire. Là, généralement, on parle d'un TRC supérieur à 2 secondes. Supérieur à 2 secondes. D'accord? Entre 6 et 8%, nous avons aussi une possibilité de sécheresse des muqueuses. Parce que les muqueuses vont perdre leur eau et donc automatiquement, il y a une sécheresse de ces muqueuses. Entre 10 et 12%, donc vous voyez ici qu'on est en train d'évoluer dans le sens augmentation du taux de déshydratation, entre 10 et 12%, la peau tendue reste en place. La peau tendue reste en place. Ça veut dire que le pli de peau, il est persistant. D'accord? Il est persistant. Lorsqu'on tend la peau, elle reste en place. Donc, persistance du pli de peau. Hein? Et ça devient un signe très très évocateur lorsqu'il s'agit d'une déshydratation à 10 à 12%. Nous avons aussi l'augmentation du temps de remplissage capillaire. Donc, il était supérieur à 2 secondes. Dans ce cas, 10 à 12%, il devient supérieur à 5 secondes. 5 secondes. Donc, vous voyez que le TRC, plus on avance dans la gravité de la déshydratation, plus le TRC augmente. Donc, le temps de remplissage capillaire. L'énophtalmie devient très très évidente. L'énophtalmie devient très très évidente. La sécheresse des muqueuses devient très très évidente. Et là, nous avons un signe en plus qui va s'installer, c'est possibilité de signe de choc. Et là, c'est le choc compensé. Pourquoi? Parce qu'il y a une tachycardie compensatrice et le pouls est faible et non filant. Donc, vous voyez que c'est des signes de choc, c'est des signes de choc compensés. Et là, la gravité devient de plus en plus éminente. Donc, possibilité de signe de choc avec une tachycardie compensatrice et un pouls faible. Entre 12 et 15%, c'est carrément les signes de choc qui vont s'installer, donc en décompensation et la forme décompensée, avec un collapsus et dépression sévère, la mort devient imminente. La mort devient imminente. La mort devient imminente. Et là, j'attire votre attention que la déshydratation a un aspect évolutif. Hein. Donc, ça dépend du degré, de l'étiologie. On peut avoir une déshydratation qui évolue de 5% à 10%, voire 12-15% en 24 heures, en 48 heures. Lorsqu'il s'agit de pathologies virales, de pathologies qui se caractérisent par une diarrhée aiguë, nous avons une déshydratation qui évolue très rapidement vers le 12-15. Et là, c'est la mort imminente qui est donc un phénomène irréversible. Donc, il faut faire très attention et d'où l'importance de la rapidité de l'intervention du clinicien. D'accord? La rapidité de l'intervention du clinicien.
Ce tableau, je l'ai fait donc à partir de données sur le chien et le cheval. Le chien et le cheval, donc qui se caractérisent par ces signes bien évocateurs. Je voulais par la même occasion donner quelques particularités sur un animal ou une espèce qui est sujette à des déshydratations et d'où la clinique, elle est très fréquente, c'est le veau. Donc la déshydratation du veau qui est très importante, donc le veau d'un veau, d'accord? Donc ça c'est un autre tableau particulier au veau supérieur à 1 mois. Donc j'attire votre attention qu'on va voir deux types de veaux. Donc le veau supérieur à 1 mois, hein, c'est le veau en sévrage, donc pré-sévrage, d'accord? Et le veau inférieur à 1 mois, où on va parler de veau néonatal, ou de déshydratation néonatale, ou d'âge néonatal, d'accord? Donc ça, c'est les signes ou les critères cliniques disponibles pour estimer le degré de déshydratation d'un veau supérieur à 1 mois. Supérieur à 1 mois. Donc on commence. Le 0%, ça veut dire c'est l'état normal. Et donc on commence toujours par l'état normal. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Aucune énophtalmie, muqueuse humide, persistance du pli de peau, Mekench, inférieur à 2 secondes. Donc il n'y a pas de persistance du pli de peau. Donc au niveau de l'encolure, généralement, où la masse graisseuse ou le tissu conjonctif, il est bien fourni. D'accord? À 0% de degré de déshydratation, aucune énophtalmie, donc pas d'énophtalmie. Les muqueuses sont humides et il n'y a pas de persistance du pli de peau. À 2%, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une énophtalmie à 1 mm. Alors, c'est quoi l'énophtalmie à 1 mm? Ça, c'est une particularité chez le veau. À 1 mm, ça veut dire, je vais m'expliquer. Donc, vous avez donc l'œil. L'œil est formé par quoi? Par l'orbite, c'est l'os. D'accord? À l'intérieur de l'orbite, nous avons le globe oculaire. Nous avons le globe oculaire. Donc, globe oculaire. Globe oculaire. Et ça, c'est l'arcade ou donc l'arcade de l'œil. L'arcade de l'œil. Donc, les 1 mm sont calculés à partir de la distance entre le globe oculaire et l'arcade. Globe oculaire et l'arcade. Donc, plus ça s'allonge, plus ça veut dire que le globe oculaire, il est en train de se rétracter encore plus. Donc, on va voir que en évoluant vers la déshydratation, ce 1 mm, il devient 2, 3, 5 et plus. Et plus on a cette distance entre le globe oculaire et l'arcade, plus le degré de déshydratation, il est très important. D'accord? Voilà. Donc, à 2%, l'énophtalmie à 1 mm, persistance du pli de peau, 3 secondes pour que la peau redevienne à sa position normale, les muqueuses deviennent asséchées suite à des pertes en eau. D'accord? À 4%, qu'est-ce que vous remarquez? L'énophtalmie à 2 mm. Énophtalmie à 2 mm. Persistance du pli de peau, donc qui nécessite 4 secondes pour que la peau redevienne
vers sa position normale. Le 6%, c'est de l'énophtalmie à 3 mm avec une persistance du pli de peau 5 secondes, pendant 5 secondes. Donc, il faut 5 secondes pour que la peau redevienne à sa position initiale. Le 8%, c'est l'énophtalmie à 4 mm avec une persistance du pli de peau à 6 secondes. D'accord? 10%, c'est l'énophtalmie à 6 mm, persistance du pli de peau à 7 secondes. 12%, énophtalmie à 7 mm, persistance de pli de peau supérieure à 8 secondes. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura automatiquement des extrémités froides, ce qui est le signe d'un choc hypovolémique lorsqu'il s'agit de diarrhée ou bien donc une redistribution inadéquate du sang au niveau de l'organisme avec un phénomène de vasoconstriction périphérique. Supérieur à 14%, nous avons une énophtalmie à 8 mm avec une persistance du pli de peau plus supérieure à 10 secondes, extrémité froide, et là, les muqueuses deviennent porcelaine, ce qui est un signe méchant. Donc, porcelaine, ça veut dire le blanc porcelaine, le blanc porcelaine. Blanc porcelaine. Alors que la normale, les muqueuses sont rose pâle. Rose pâle. Donc, il devient blanc porcelaine, ça veut dire qu'il y a une forte vasoconstriction et que le sang n'arrive même pas au niveau de ces muqueuses. Donc, voilà les critères cliniques disponibles pour estimer le degré de déshydratation d'un veau supérieur à 1 mois. Donc, vous voyez que s'il est supérieur à 1 mois, c'est surtout l'énophtalmie et la persistance de pli de peau qui est prise en considération pour estimer le degré de déshydratation. Le degré de déshydratation. Pour un veau maintenant nouveau-né, donc quand est-ce qu'on parle d'un veau nouveau-né? C'est entre J0 et J30. C'est ça l'âge où on parle d'un veau nouveau-né. D'où le terme de pathologie néonatale, de diarrhée néonatale, d'arthrite néonatale, de phlébite néonatale. Donc, c'est des pathologies qui se rencontrent chez le veau entre J0 et J30. Et là, nous avons d'autres critères qui nous interpellent pour un petit peu estimer le degré de déshydratation d'un veau nouveau-né entre J0 et J30. D'accord? Alors, nous avons le degré de déshydratation, donc léger, modéré, grave, donc 2,5 à 5, 6 à 10, supérieur à 10. Donc, chez le veau nouveau-né, la déshydratation est estimée, la déshydratation entre 2,5 à 5 est qualifiée de légère. Entre 6 et 10, elle est qualifiée de modérée. Et le degré, donc léger, modéré et grave, supérieur à 10. Maintenant, quels sont les critères sur lesquels on se base chez le nouveau-né, entre J0 et J30? Donc la persistance du pli de peau, premier critère sur lequel on peut se baser. Donc si le degré de déshydratation est léger, il est donc inférieur à 2 secondes. Inférieur à 2 secondes. Si c'est modéré, entre 6 et 10, c'est quelques secondes. Si c'est grave, c'est supérieur à 30 secondes. Supérieur à 30 secondes. D'accord? Donc, persistance du pli de peau. 30 secondes pour la forme grave. Le globe oculaire, alors vous voyez, vous pouvez remarquer que chez le nouveau-né, J0, J30,
le critère de millimètre et d'espace entre le globe oculaire et l'arcade n'existe pas. Donc, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure chez le nouveau-né entre J0 et J30. Là, on qualifie directement le globe oculaire. Est-ce qu'il est normal, enfoncé ou très enfoncé? Normal, enfoncé ou très enfoncé. Donc, le critère de millimétrage entre le globe oculaire et l'arcade n'existe pas chez le nouveau-né J0, J30. D'accord? Voilà. L'aspect de la cornée, qui est très évocateur chez le veau nouveau-né, hein, l'aspect de la cornée. Donc, dans la forme légère, la cornée est humide. Dans 6 à 10, elle devient moins luisante, donc elle perd de son éclat, et donc elle perd de son éclat. Et la forme grave, supérieure à 10, elle devient sec ou sèche directement. D'accord? Donc l'aspect de la cornée, c'est un critère aussi qui permet de distinguer les degrés de déshydratation. La bouche, ou la cavité buccale, si la forme est légère, nous avons donc une bouche chaude et humide. Dans la modérée, nous avons une bouche gluante ou sèche. Ça veut dire que l'animal aura tendance à avoir une salive très concentrée suite à la déshydratation et à la perte en eau. Sa salive devient gluante, comme si c'était de la glu, hein? Ou bien un sirop de sucre qu'on a trop laissé sur le feu. Donc il perd son eau et il devient gluant. Donc une bouche gluante ou sèche, d'accord? La forme grave, supérieure à 10, elle devient sèche, froide et cyanosée. Froide, pourquoi? Parce qu'il y a une vasoconstriction périphérique qui va s'installer et donc le sang n'arrive pas à la périphérie. Les phénomènes de combustion vont s'arrêter et donc il n'y a pas de dégagement de chaleur à ce niveau. Cyanosée, pourquoi? Parce que la vasoconstriction va entraîner automatiquement un mauvais retour avec un sang qui est chargé en CO2. Et donc le CO2 va donner une coloration cyanosée aux extrémités, donc de la bouche. D'accord? Voilà le critère le plus intéressant chez le veau nouveau-né. J30, J0, J30. C'est le réflexe de la succion. Alors, le réflexe de la succion, c'est quoi? C'est que lorsqu'on met le doigt à l'intérieur, donc au niveau de la face supérieure de la langue, chez un veau nouveau-né entre J0 et J30, là, lorsqu'il est normal, il commence à téter, il commence à sucer. C'est ce qu'on appelle le réflexe de succion. Alors, la forme légère, entre 2,5 et 5, le réflexe de succion est normal ou légèrement diminué. D'accord? Entre 6 et 10, il est diminué. Ça veut dire que lorsqu'on met le doigt au niveau de la langue, il suce vraiment très lentement. Alors que normalement, il devrait sucer rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle le réflexe de succion. En forme grave, vous le devinez, supérieur à 10, il est absent. C'est un critère très important chez le veau. Le réflexe de succion, il est normal en légère, il est diminué en modéré, il est absent en grave. Donc, si vous avez un réflexe de succion qui est absent, là, vous entamez le problème du choc. Donc, c'est supérieur à 10%. Les extrémités des membres, donc dans la légère, elles sont chaudes. Ça veut dire qu'il y a un phénomène de compensation, il y a un phénomène de tachycardie compensatrice avec un phénomène où l'organisme va essayer
de bien irriguer toutes ces parties de l'organisme. À modérer, donc là, c'est la phase en décompensation avec le commencement de la phase de la vasoconstriction périphérique. Et là, s'il y a une vasoconstriction périphérique, les extrémités vont être froides. En grave, supérieur à 10, c'est le glacé. Hein, c'est le glacé parce qu'il y a une forte vasoconstriction périphérique qui va empêcher toute manifestation métabolique au niveau de ces extrémités des membres. L'état général, et là aussi, j'attire votre attention que c'est un critère très très important chez le veau, l'état général. Alors comment on reconnaît l'état général? C'est par la stature, comment il est. Lorsqu'on rentre au niveau d'une étable, le veau généralement il est debout, il est vivant, il est curieux, il cherche après nous. Alors dans la légère, entre 2,5 à 5, il est debout, mais il n'a pas cette vivacité, mais il reste toujours debout. D'accord? S'il est debout. S'il est en décubitus, ça veut dire que vous êtes entre 6 et 10. S'il est au coma, là, automatiquement, vous êtes dans la forme grave supérieure à 10. Hein? Décubitus, ça veut dire c'est un animal qui est soit en décubitus sternal, qui est la position normale et qui ne peut pas se mettre debout, ou il se met debout difficilement après stimulation. Dans la forme grave, c'est le coma, c'est le décubitus latéral avec des signes évocateurs du coma, c'est la bradycardie, c'est le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome en hypothermie, hypotension, bradycardie et ainsi de suite. La température centrale aussi constitue un critère très important pour reconnaître la déshydratation chez le nouveau-né, donc entre J0 et J30. La température centrale supérieure à 38,5 dans la forme légère. Donc vous voyez que en stade de compensation, vous avez pratiquement tous les paramètres qui sont plus ou moins normaux. Donc ce qui explique la difficulté pour le clinicien à détecter les déshydratations à ce stade. Et nous avons beaucoup de cas où l'intervention s'est faite au-delà de ce stade et donc le taux de mortalité il était plus important. Donc la température centrale supérieure à 38,5 dans les formes légères, entre 2,5 et 5, hein, elle est de 38,5 dans les formes modérées, hein, 38,5 dans les formes modérées et inférieure à 38,5 dans les formes graves. Voilà un petit peu les deux tableaux concernant les veaux, donc le veau supérieur à 1 mois et le veau inférieur à 1 mois et les critères cliniques disponibles pour estimer le degré de déshydratation. Voilà. D'accord. Donc la déshydratation est qualifiée de légère entre 4 et 6%, modérée entre 8 et 10%, et sévère au-dessus de 12%. Ça, c'est chez les carnivores et les équidés. D'accord? Donc légère entre 4 et 6%, modérée entre 8 et 10%, sévère au-dessus de 12%. Au-dessus de 12% pour les carnivores et les équidés. Il faut savoir aussi, donc les signes cliniques, on en a discuté. Autre critère qui peut être très intéressant et qui peut être un excellent marqueur, c'est le poids. Et on avait déjà dit que le poids pouvait être un excellent marqueur à condition que le suivi soit régulier. C'est-à-dire une prise de poids quotidienne ou biquotidienne. D'accord? Biquotidien. Donc, le poids devient un excellent marqueur s'il est suivi régulièrement. Oui, en effet, il faut savoir que la perte d'1 kg de poids
équivaut à une perte de 1000 millilitres d'eau. 1000 millilitres d'eau, c'est 1 litre. C'est énorme, hein? C'est énorme. Ça veut dire que perdre 1 kg, c'est l'équivalent de perdre 1 litre. Et en se basant sur cette notion, on peut éventuellement estimer le pourcentage de déshydratation par le poids. C'est une formule où on va utiliser donc la formule suivante, le poids basal moins le poids actuel sur le poids basal multiplié par 100. Multiplié par 100. Donc, essayons de faire un petit exercice où on va essayer de prendre un animal. On va prendre un animal. Donc, on va prendre un animal. Imaginons que c'est un chien. D'accord? Son poids initial, il était à 20 kg. Son poids actuel, il est de 15 kg. Ça veut dire qu'il a perdu 5 kg. D'accord? Maintenant, c'est pour cette raison qu'on a parlé de prise régulière. Il a perdu les 5 kg en combien de temps? Cela va nous orienter vers la gravité, vers l'aspect aigu ou chronique de cette perte ou de cette déshydratation. D'accord? Donc, en faisant le calcul, qu'est-ce qu'on aura? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le pourcentage de déshydratation était égal au poids basal. Donc, poids basal, moins le poids actuel sur le poids basal fois 100. D'accord? Fois 100. Donc, son poids basal, il est de 20 kg, moins le poids 15 kg, d'accord, sur le poids basal 20 kg fois 100 égale, et donc on aura 20 moins 15, 5 sur 20 fois 100. Alors 5 sur 20, donc vous pouvez faire l'opération pour gagner un petit peu de temps pour avoir le résultat. D'accord? Ça, c'est une petite estimation du degré de déshydratation en se basant, pourcentage de déshydratation en se basant sur le poids. D'accord? Sur le poids. Concernant maintenant les signes cliniques de la déshydratation intracellulaire. Les signes cliniques de la déshydratation intracellulaire. Alors, il faut savoir que la déshydratation intracellulaire peut se manifester par les mêmes signes et il y a des signes qui se rajoutent et qui sont un petit peu spécifiques à cette déshydratation intracellulaire. Le premier signe évocateur d'une déshydratation intracellulaire, c'est la sensation de soif. Ça veut dire que votre animal aura soif. Comment reconnaître cette sensation de soif? C'est la recherche d'eau. Donc, c'est un animal qui recherche
sans se lasser l'eau. Donc il recherche l'eau, et s'il retrouve l'eau, donc on peut voir des animaux qui peuvent boire entre 2 jusqu'à 3 litres en 5 minutes, en 10 minutes, ce qui est énorme par rapport à un chien par exemple. Donc la sensation de soif, c'est un signe évocateur d'une déshydratation intracellulaire. Nous avons aussi de l'abattement. Donc l'abattement, c'est des animaux qui sont même pas capables de se déplacer, qui ont un coin, donc ils gardent un coin, donc ils s'isolent, ils peuvent pas se déplacer, hein, dû à la diminution donc de la volémie, et la volémie va donner de l'hypotension. Cette hypotension va entraîner une mauvaise circulation au niveau musculaire avec une glycolyse anaérobie, et donc les muscles seront moins bien oxygénés et donc irrigués, et là ils ne peuvent pas se contracter bien. Nous avons des pertes de poids, et on l'avait évoqué que la perte d'1 kilo c'est l'équivalent d'1 litre, donc 1 litre d'eau. Nous avons aussi de l'hyperthermie. Alors l'hyperthermie là, elle est expliquée par une diminution des capacités de thermorégulation, thermorégulation suite à l'hypovolémie. L'hypovolémie va entraîner automatiquement une moins bien efficacité des mécanismes de la thermorégulation, que ce soit la sudation, la polypnie thermique et ainsi de suite. D'accord? Nous avons aussi comme signe de la déshydratation intracellulaire, c'est la polypnée. La polypnée qui est une conséquence de la tachycardie, et la tachycardie elle est compensatrice. Automatiquement, s'il y a une tachycardie compensatrice, elle est suivie par une polypnée compensatrice, de la polypnée compensatrice. Nous avons aussi de la sécheresse des muqueuses, hein, la chose qu'on a vue au niveau donc de la déshydratation extracellulaire. Et là, c'est les signes neurologiques qui sont caractéristiques de la déshydratation intracellulaire. Alors les signes neurologiques, alors on peut avoir des crampes, hein, une raideur, hyperréflexie, hyperréflexie jusqu'au coma. Alors les signes neurologiques sont dus à une déshydratation des cellules nerveuses. Déshydratation, puisque c'est une déshydratation intracellulaire. Et donc les cellules nerveuses, si elles sont touchées par cette déshydratation, donc les cellules nerveuses, si elles sont touchées par cette déshydratation, elles sont très très sensibles, et donc il y a des signes neurologiques caractéristiques de la déshydratation intracellulaire. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est la déshydratation intracellulaire se caractérise par 2 signes majeurs. C'est la sensation de soif et les signes neurologiques. Les deux sont très très importants. D'accord? Voilà. Donc, nous avons terminé pour cette partie. Dans la prochaine partie, Inch'Allah, donc ça va être toujours les marqueurs de la déshydratation. On va essayer de voir, nous avons vu les marqueurs cliniques, donc les signes cliniques et les marqueurs cliniques. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va essayer de voir les marqueurs sanguins et urinaires. Ça veut dire quels sont les critères
qu'on recherche au niveau du sang et au niveau des urines pour confirmer qu'on est vraiment dans un état de déshydratation. Je vous remercie.